Collectif des partis politiques de l'opposition du Congo, MR, PAP, PSDC, Renaissance. Déclaration sur la situation multidimensionnelle que traverse le Congo, notre pays. 1. Préambule. Après une analyse rétrospective des faits saillants qui ont marqué et marquent encore l'actualité nationale et internationale ces derniers temps, nous, soussignés, au nom de nos partis politiques respectifs et au nom du peuple des sans-voix, réduits au silence et résignés par les incantations et mécanismes divers de musulmans, à savoir les mensonges d'État, les manipulations par des promesses jamais tenues et slogans creux, les intimidations, les menaces de mort et des violences physiques, les emprisonnements arbitraires, les empoisonnements et assassinats politiques, avons décidé de ne plus jamais nous taire. Nous avons en conséquence pris le ferme engagement de nous ranger aux côtés du peuple congolais, meurtri, et avons refusé de tolérer les abus d'un pouvoir qui a manifestement choisi de trahir et de faire souffrir le peuple. En faisant main basse sur des fonds publics et le patrimoine immobilier de l'État, en pillant en bande organisée avec la complicité des sociétés étrangères. C'est pourquoi notre première déclaration publiée le 28 juin 2024 avait pour but de prendre date avec notre peuple et notre histoire commune, en dénonçant sans embâche tous les accords que notre gouvernement a signés en 2021 et 2022 avec le Rwanda et en demandant leur annulation pure et simple, parce qu'ils servent plutôt les intérêts du Rwanda que ceux de notre pays, le Congo. De même, le 29 août 2024, nous avons réaffirmé notre position avec plus d'arguments et de fermeté en réagissant au courrier de M. Anatole Koliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, après l'analyse critique du bulletin de 375 pages des documents qu'il nous avait transmis et qu'ils avaient exhibés devant l'Assemblée nationale en espérant nous faire taire. Bien au contraire, l'exploitation de ce bulletin nous a plutôt donné plus d'arguments pour confronter notre position sur cette question qui demeure d'actualité tant que ces accords ne sont pas annulés. 2. Analyse de quelques faits saillants au niveau national. Dans cette déclaration, nous analysons les faits suivants. 2.1. La célébration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Cette commémoration a été marquée par le discours du président de la République et des activités festives restreintes au profit de la classe dirigeante et au corps constitué à Brazzaville d'une part, et le désarroi de la plus grande majorité de la population abandonnée à elle-même, notamment les fonctionnaires retraités qui ont attendu vainement le paiement d'un mois de pension promis avant le 15 août sur les 42 dus, ainsi que d'autres travailleurs qui accumulent également plusieurs mois d'arrêt des salaires d'autre part. Dans son adresse à la nation, à cette occasion, Monsieur le Président de la République s'était consacré à l'évangélisation de notre peuple en général et de notre jeunesse en particulier, sur la notion de la responsabilité et sur la protection de l'environnement mondial. Cependant, il n'avait nullement évoqué sa responsabilité personnelle et celle de ses gouvernements successifs sur la situation chaotique que vit notre peuple, avec des milliers de jeunes et adultes en chômage chronique et qui croupissent dans la misère plus abjecte et inexplicable sous son règne sans partage de plus de 4 décennies. 2.
la grande interview accordée par le président de la République au magazine Jeune Afrique numéro 3140, paru au mois de septembre 2024. C'est avec une grande surprise que nous avons découvert que M. le Président de la République avait choisi de survoler toutes les grandes questions qui préoccupent son peuple dans une interview accordée à un média extérieur qui n'est pas très accessible à la grande majorité des Congolais. Ce qui met en évidence le très peu de considération qu'il accorde à notre peuple, qui n'a jamais hésité de discréditer à l'extérieur du pays, en traitant des Congolais de paresseux et d'incapables de comprendre ce qui est bien pour eux. Dans cette interview, il a répondu à 16 questions, dont 8 sur la politique internationale, y compris l'environnement, son cheval de Troie, qui ne trompe plus personne sur l'escroquerie qui se cache derrière, et 8 sur les dramatiques conditions de vie des Congolais. Ces réponses galvaudées, empreintes de déni, de réalité et de mépris total à l'égard des souffrances du peuple congolais, n'ont nullement apaisé et rassuré notre peuple, notamment sur les points ci-après. Les accords de cession des terres congolaises au Rwanda. À ce sujet, M. le Président a cru pouvoir désarmer ou ridiculiser tout ce qui s'attaque aux accords, en évoquant la mise en location de nos terres agricoles depuis plus de 15 ans aux Sud-Africains noirs et blancs dans le département de la Bouenza, sur lesquels ils cultivent du maïs. Il a ajouté avec ironie que je sache, ils n'ont pas emporté les terres congolaises en Afrique du Sud. Fin de citation. Mais Monsieur le Président de la République n'a donné aucun chiffre sur les résultats et les impacts positifs de cette transaction sur le développement économique et social de notre pays. En termes de tonnage, des productions réalisées, de contribution du produit intérieur brut national, du nombre d'emplois créés et de développement des infrastructures sociales au niveau national et local. Ce qui aurait permis d'apprécier la pertinence de cette politique et d'en juger l'opportunité d'étendre cette expérience avec d'autres partenaires. Par contre, il a plutôt tiré une conclusion incongrue selon laquelle les Sud-Africains n'ont pas emporté les terres congolaises en Afrique du Sud. À cette insinuation, nous répondons qu'aucun Congolais n'a jamais imaginé un seul instant que les Rwandais emporteraient les terres au Rwanda. Ce que nous redoutons tous et que nous refutons fermement par anticipation, c'est une occupation subtile et progressive de nos terres sous les fallacieuses astuces de mise à disposition, mise en location ou par des baux amphithéotiques de 20 à 25 ans renouvelables. Nous sommes très persuadés que ces manœuvres aboutiront fatalement à l'envahissement et à l'accaparement de nos terres à moyen et long terme par le Rwanda, qui est en quête des terres arables à l'étranger pour son peuple. Le risque de création d'enclaves rwandaises sur notre territoire est réel et nous considérons que ces accords introduisent un péril dans la demeure. En outre, Monsieur le Président de la République a volontairement fait abstraction des préoccupations des Congolais sur les aspects géopolitiques et géostratégiques en lien avec la nature du partenaire rwandais mis en cause dans le conflit qui l'oppose à notre plus grand voisin, la République démocratique du Congo. Sans oublier une menace potentielle sur notre propre souveraineté et sécurité nationale. C'est pourquoi nous réitérons une fois de plus notre position, à savoir non à la vente ou cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda. Nous demandons en conséquence que toutes les dispositions requises soient prises par les autorités compétentes pour l'annulation pure et simple de ces accords, notamment ceux relatifs à la cession des terres à la société Crissa Venture Limited, à la cession du port de Maluku à la même société, à la création du port sec à Dolisie, à la gestion foncière, à la
promotion et la protection des investissements et enfin à l'accord de coopération militaire et technique. 2.2.2. Les pénuries récurrentes de l'électricité et de l'eau. En plein XXIe siècle, la vie est inconcevable sans l'électricité et sans l'eau. Il est donc inexplicable, insupportable et inadmissible que nos villes en soient maintenant privées de manière récurrente pendant des heures et des jours. Cette situation affecte gravement les ménages qui ne peuvent plus conserver leurs vivres ni disposer de l'eau pour leurs besoins divers. Les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens de se procurer des groupes électrogènes sont à l'arrêt. Malgré les énormes potentialités existantes et les revenus excédentaires que notre pays a engrangés par le passé et engrange encore, Monsieur le Président de la République a reconnu que le problème réside donc davantage dans la distribution que dans la production. Il est clair que le développement des infrastructures de transport et de distribution d'électricité n'a pas suivi la hausse de la demande, en particulier dans les quartiers périphériques des grandes agglomérations, nous y attelons. Mais force est de constater tristement que ces pénuries sont très récurrentes depuis son retour au pouvoir par les armes en 1997. Ne concernent pas seulement les quartiers périphériques, mais l'ensemble du territoire. Quand le président de la République déclare que nous y attelons, il n'avance aucune mesure concrète prise et les délais de sa mise en œuvre effective pour apporter des solutions durables. L'on peut à juste titre se demander combien de mandats supplémentaires et de nouveaux projets de société faudra-t-il encore lui accorder pour que les Congolais puissent enfin espérer avoir un accès permanent à l'électricité et à l'eau de qualité. 2.2.3. La situation du chômage chronique des jeunes, le phénomène des bébés noirs et la décision de décréter 2024 comme année de la jeunesse. Très évasif et ambigu, comme dans la pratique courante du Parti congolais du travail en matière de programmation. Monsieur le Président a confirmé la déclaration de M. Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement, selon laquelle la prétendue année de la jeunesse est flexible et va désormais s'étaler sur 3 ans, à savoir 2024, 2025 et 2026, année de l'élection présidentielle. Ainsi, Monsieur le Président de la République, son gouvernement et leur parti, le PCT, restent persuadés qu'ils peuvent toujours, indéfiniment, manipuler cette jeunesse et l'ensemble du peuple congolais pour prétendre un nouveau mandat en 2026. Concernant le phénomène dit des bébés noirs ou Koulouna, Monsieur le Président de la République a aussi tenté de dissimuler sa gravité et ses origines, en insinuant l'implication des jeunes en provenance d'autres pays étrangers pour justifier toujours les échecs cumulés de ces politiques en jetant l'anathème sur les causes exogènes. Ici, il s'agit bien de l'échec des gouvernements successifs du Parti congolais du travail dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle en général et de la prise en main des jeunes déscolarisés en particulier. Et toujours de manière évasive, il a évoqué la création des centres de prise en charge des jeunes à Aubéville, dans la Bouinza, et au village Boukania, dans la Cuvette. Mais il n'a indiqué aucun chiffre sur l'effectif des jeunes pris en charge, aucune information sur le budget de ce projet, sur la manière dont cette prise en charge est assurée et sur les résultats produits à ce jour. Ce sont toujours des annonces propagandistes et des slogans stériles sur des projets mal conçus, à l'instar des projets Eau pour tous, village agricole et municipalisation accélérée, qui ont englouti des milliards de francs CFA pour produire un résultat piètre avec des éléphants blancs partout sur l'ensemble du territoire national. 2.2.4. Les retards de paiement des salaires des agents de l'État, des pensions de retraite et des bourses aux étudiants.
Sur cette question très sensible, Monsieur le Président de la République s'est permis de répondre de manière laconique et cynique qu'il a toujours été à l'écoute des Congolais et qu'il comprend leur frustration. Fin de citation. Mais, en lieu et place des solutions que le peuple attend, Monsieur le Président s'est limité à justifier cette situation dramatique par des difficultés liées à la conjoncture extérieure. Une fois de plus, il a prouvé que lui et son gouvernement n'ont aucune responsabilité sur la vie des Congolais en général et sur le calvaire que vivent les retraités, les travailleurs salariés et nos jeunes étudiants qui accumulent plusieurs mois des arriérés de pension, des bourses scolaires qui leur sont dues. À ce propos, il faut rappeler qu'à l'occasion de sa rencontre avec les étudiants congolais à Moscou, il avait osé demander à ceux-ci de serrer la ceinture comme le font leurs parents au pays. Fin des citations. Pendant ce temps, le président de la République, les membres du gouvernement et de toutes les institutions pléthoriques de la République se sont octroyés des rémunérations scandaleusement élevées, en plus d'autres avantages divers sans aucun rapport avec ce que gagnent les Congolais de la classe moyenne. En outre, les auteurs des détournements massifs des fonds publics à ciel ouvert, 14 000 milliards des générations futures, 9 milliards des pensions des fonctionnaires retraités, plusieurs milliards au FIGA, 25 milliards des fonds de la Covid-19, 160 milliards au ministère de la Santé et du pillage en bande organisée des ressources naturelles ne sont nullement inquiétés et exhibent leur fortune mal acquise en toute impunité. On constate également l'engloutissement de plusieurs milliards dans des investissements de prestige qui n'apportent aucune valeur ajoutée à l'économie nationale et ne contribuent absolument à rien à l'amélioration des conditions de vie des populations. À titre d'illustration, la construction des 2 tours jumelles, l'organisation des sommets internationaux budgétivores sur les 3 bassins forestiers, sur la forestation et le reboisement, ainsi que la crise en Libye. 2.2.5. L'endettement insoutenable et injustifiable de notre pays. Le Premier ministre a eu le courage de reconnaître devant le Parlement que le niveau d'endettement de notre pays, qui se situe autour de 90% du produit intérieur brut, a largement dépassé la norme fixée à 70% par la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il a par la même occasion avoué officiellement que notre État est en état de cessation de paiement, mais très curieusement, Monsieur le Président de la République a répondu à cette question avec une légèreté déconcertante et un cynisme notoire en ces termes. Chaque pays contracte des dettes en fonction de ses capacités de remboursement. En ce qui concerne le Congo, la dette chinoise est gérée en bonne intelligence par les 2 parties. Fin de citation. Et pourtant, son gouvernement a été contraint de recourir à l'intervention du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Mais, malgré le programme en cours avec ces institutions financières, force est de constater que notre pays est en état de cessation de paiement. Paradoxalement, face à cette situation de faillite constatée par tous, aucune réforme et mesures conséquentes se sont prises pour réduire les charges de l'État d'une part et poursuivre les auteurs des détournements des deniers publics et de la corruption d'autre part. 2.2.6. L'état de la démocratie dans notre pays. Après que l'évaluation au niveau mondial place le Congo dans la catégorie des pays à régime autoritaire, c'est-à-dire dictatorial, avec un indice de démocratie médiocre de 2,79 sur 10, Monsieur le Président de la République prétend paradoxalement que la démocratie se porte bien dans notre pays. Il illustre son affirmation en faisant allusion au chef de l'opposition qui bénéficie d'un statut inscrit dans la Constitution, à l'existence de l'opposition à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui interpelle le gouvernement, parfois abusivement,
et à celles qui s'expriment en dehors du Parlement. Il réduit ainsi le bon fonctionnement de la démocratie au simple fait que les élections sont organisées en temps et en heure dans un climat de paix. Ici est de rappeler que le pourcentage des opposants est de 11% à l'Assemblée nationale et de 4% au Sénat. Et pourtant, au niveau national et international, tous les observateurs reconnaissent unanimement qu'à l'exception des élections de 1992, organisées par le gouvernement de transition issu de la Conférence nationale souveraine, toutes les autres élections organisées par les gouvernements successifs sous le règne du PCT et de sa présidence n'ont jamais été transparentes, justes et équitables. À titre illustratif, celle de 2016 s'est soldée par le contentieux non résolu et l'emprisonnement arbitraire des candidats Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. Celle de 2021 s'est terminée par le décès inopiné du candidat Guy Brice Parfait Kolela le jour même du vote, ce qui devrait avoir pour conséquence l'annulation purement et simplement du scrutin en conformité à l'article 70 de notre Constitution. Ces actes barbares et crapuleux qui ternissent à jamais l'image de notre pays, sans oublier les tricheries et la corruption des élections et des membres des organes chargés de l'organisation du scrutin à tous les niveaux, le braquage des urnes et autres lacunes grands-textes observés aux élections législatives et locales sénatoriales de 2022 et 2023. On peut mentionner à titre indicatif le cas d'un candidat n'ayant pas participé au scrutin mais déclaré élu local dans la commune de Mosenjo. Tous ces faits aboutissent à la mise en place d'un Parlement composé majoritairement des copains et des coquins du Parti congolais du travail et ses alliés, qui ne sont pas du tout les véritables représentants du peuple congolais. Enfin, il faut souligner qu'à l'exception des manifestations du Parti congolais du travail et de ses organisations affiliées, celles des partis politiques de l'opposition, des organisations de la société civile, ainsi que les revendications légitimes des syndicats sont systématiquement interdites ou réprimées, en violation de l'article 27 de la Constitution qui garantit la liberté de manifestation. De même, pour la liberté d'expression, pourtant garantie également par l'article 25 de la Constitution, curieusement, tous les médias publics sont confisqués par le PCT et son gouvernement. Par contre, les médias indépendants et en ligne qui permettent aux opposants de s'exprimer subissent une forte pression de la part du pouvoir. 2.2.7. Outre les faits ci-dessus évoqués dans l'interview du président de la République, l'actualité nationale a été aussi marquée par les braquages à main armée et les scandales économiques et financiers opérés dans la ville d'Oyo, fief de M. le Président de la République, qu'il a transformé désormais en véritable capitale du Congo, prouve que notre pays est désormais comme un navire à la dérive totale sans capitaine. La gronde sociale généralisée, qui gagne progressivement tous les secteurs étatiques et para-étatiques, elle traduit à juste titre le désarroi des travailleurs qui cumulent plusieurs mois sans percevoir leur rémunération due. Au 30 octobre 2024, on parle de 40 mois de bourse due aux étudiants tant sur le plan national qu'à l'étranger. 7 mois de salaire aux contractuels du service NIO. 6 mois au travailleurs de l'université Marien Ngouabi, du Conseil constitutionnel, du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de la liberté de communication, des conseils consultatifs nationaux, des conseils municipaux et départementaux. 5 mois aux travailleurs du CHU de Brazzaville, des mairies, de la présidence de la République, de la primature, aux députés, aux sénateurs et aux ministres.
4 mois de pension pour les fonctionnaires retraités à titre de l'année 2024, auxquels il faut ajouter les 39 mois d'arrêt cumulés de 2021 à 2023. Plusieurs mois aux agents du chemin de fer Congo-Océan. Plusieurs mois aux agents de la Poste. Plusieurs mois aux agents de la société STPU, communément appelée Malalaise. Les grèves organisées par les syndicats pour revendiquer ce que leur est dû sont soit disloquées ou étouffées par la corruption des syndicalistes mandatés, soit violemment réprimées par les forces de l'ordre à la solde de la classe dirigeante qui vole et pille les fonds et biens publics en toute impunité. Une rentrée scolaire désastreuse pour l'année 2024-2025 par son impréparation au niveau administratif d'une part et de la situation financière critique des parents d'élèves sans ressources pour assurer les frais scolaires de leurs enfants d'autre part. L'adoption par le gouvernement du projet de loi de finances, l'exercice 2025, qui n'offre aucune perspective heureuse pour espérer une sortie de la grave crise financière, économique et sociale dans laquelle le pays est plongé. Concernant ce projet de budget, il faut souligner le fait que le gouvernement a illustré le cynisme du pouvoir en place en proposant la création d'une prétendue taxe de solidarité nationale de 1 200 francs CFA, qui serait imposable à tout Congolais âgé de 18 ans et plus. Heureusement, grâce à la prompte réaction de l'opposition, très largement suivie du rejet manifeste de cette nouvelle taxe par la majorité du peuple congolais, celle-ci a été très rapidement retirée par le gouvernement avant l'examen du projet du budget par le Parlement. Des spéculations diverses circulent dans l'opinion nationale et traduisent une forte aspiration à la tenue d'un éventuel dialogue national dans la détermination consensuelle du format, des objectifs et des modalités d'organisation, ainsi que la convocation demeure un sujet tabou. Et pourtant, Monsieur le Président de la République préconise avec force cette approche en Libye au nom du comité de haut niveau de l'Union africaine, dont il assure la présidence en revêtant le manteau de grand apôtre de la paix. Mais, paradoxalement, il observe toujours un silence absurde qui traduit le refus obstiné qu'il oppose à cette demande formulée depuis plusieurs années par l'opposition politique et les autres forces vives de notre nation. On peut constater ainsi que M. le Président de la République applique avec zèle la théorie de « faites ce que je vous demande de faire, mais ne faites pas ce que je fais chez moi ». 3. Analyse de quelques faits saillants au niveau international. L'absence inédite du Président de la République aux événements internationaux majeurs, comme la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le sommet du comité de haut niveau sur le règlement du conflit en Libye, dont il est le président, le sommet de la francophonie en France, sans aucune communication sur les raisons objectives, a suscité et suscite encore des interrogations au sein de notre peuple. Ces interrogations se justifient par le fait que, malgré la grave crise financière que notre pays traverse, le pouvoir en place n'a jamais annoncé une quelconque mesure allant dans le sens de la réduction très souhaitée du train de vie de l'État. 3.2. Les révélations faites par l'avocat Robert Bourgi ont mis en évidence les aspects ténébreux de la relation France-Afrique et fait apparaître clairement la place centrale qu'occupait le Congo dans ce système. Notre responsabilité est d'en tirer les leçons et de définir pour l'avenir une coopération transparente, gagnant-gagnant. 3.3. La tentative d'expulsion vers le Congo de notre compatriote et la violente agression sauvage au couteau dans un autre compatriote, le journaliste
Gis Fortuné Mbemba Ndombe, dans une station RER en gare de Corbeil-Essonnes, dans la région parisienne en France, sont des faits très préoccupants qui ont eu lieu, certes, à l'extérieur de notre pays. Mais force est de constater que, dans la même période, les menaces d'arrestation et de mort sont proférées contre les vrais opposants sur le territoire national. Ce qui permet de penser que ces actes ne sont pas des faits isolés et anodins. Ils doivent être pris au sérieux par tous nos compatriotes qui ont choisi de s'engager dans le combat pour la libération de notre pays. 3, 4. Le président de la République a pris part du 22 au 24 octobre 2024 au sommet des BRICS tenu à Kazan en Russie. Il a exprimé l'aspiration du Congo à intégrer cette organisation qui n'a jamais à ce jour choisi aucun pays de la zone franc, même au titre de partenaire, en considérant les principaux critères requis pour prétendre adhérer à cette vertueuse organisation, fondamentalement à caractère économique et au regard de la situation chaotique de notre économie sous le règne du Parti congolais du travail. Cette illusion des gouvernants actuels est aussi pathétique et grotesque que celle de la promesse de faire du Congo un pays émergent à l'horizon 2025. 4. Conclusion. Au terme de 50 ans de règne du Parti congolais du travail, dont 41 ans sous le règne du président Denis Sassou Nguesso, le constat de tous les Congolais est clair aujourd'hui. L'échec est patent. Le Congo est dans le chaos. Il est en faillite. Le Parti congolais du travail et son président ont donné la preuve d'un manque de vision notable. En effet, malgré les énormes revenus engrangés par le pays sous les multiples mandats cumulés, à 18 mois de la fin de son énième mandature, les déceptions et les frustrations sont plutôt nombreuses. Les Congolais croupissent dans la misère et la souffrance, les plus abjectes et inexplicables. Le peuple meurtri et appauvri sur tous les plans est très lassé. Les quelques exemples ci-après suffisent pour justifier ces affirmations. La promesse de l'émergence à l'horizon 2025 est devenue une pure hallucination à 3 mois de l'échéance, avec un endettement insoutenable qui a mis le pays dans un état de cessation de paiement reconnu officiellement devant le Parlement par M. Anatole Kouliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. L'autosuffisance alimentaire promise en 1982 à l'horizon 2000, jamais réalisée jusqu'à ce jour, soit 42 ans après, l'importation annuelle des produits alimentaires est passée de 100 à 700 milliards de francs CFA et le même président s'étonne et déplore le fait que l'on ne consomme toujours pas ce qu'on produit. La santé pour tous en 2000 se traduit aujourd'hui par un taux de mortalité exceptionnel, par le fait de l'incapacité des gouvernements successifs de garantir à tous l'accès aux soins de qualité. Par contre, les dépenses pour les évacuations sanitaires réservées aux gouvernants explosent chaque année. Le droit à l'éducation pour tous se traduit par des centaines d'enfants assis à même le sol, dans des salles de classe pléthoriques, enseignés par des enseignants dits volontaires ou communautaires, avec une rémunération dérisoire et aléatoire. L'eau pour tous se traduit aujourd'hui dans les villes par des robinets secs ou qui sortent de l'eau boueuse, très impropre à la consommation, tandis que dans les zones rurales, les milliers de forages qui ont englouti des milliards sont des éléphants blancs, sauf ceux des dirigeants qui humilient les citoyens contraints à faire des longues queues avec des bidons de 25 litres devant leurs parcelles pour acheter ou manger quelques litres d'eau. Le boulevard énergétique promis se traduit par des ténèbres qui règnent sur nos villes et dans nos maisons, à l'exception des châteaux scintillants des dirigeants qui disposent des puissants générateurs ou des panneaux photovoltaïques. La non-justification détaillée des fonds alloués aux municipalisations accélérées, en rapport avec les éléphants blancs érigés ici et là dans des différents départements.
le manque de transparence dans la gestion des fonds décaissés et des niveaux d'exécution des travaux de construction des 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements de notre pays. Le flou entretenu sur les fonds décaissés pour la construction de 137 km de routes imaginaires. Le niveau atteint par la dette qui est devenu insoutenable et qui constitue un obstacle majeur pour le développement de notre pays. Le silence coupable de toutes les institutions de la présidence sur les détournements des fonds du FIGA, de la Covid-19, des 9 milliards des pensions des fonctionnaires retraités portés disparus et les 60 milliards de francs CFA détournés au ministère de la Santé entre 2000 et 2022. La disparition des 14 000 milliards des générations futures. Enfin, l'année 2024 décrétée année de la jeunesse, qui s'achève dans 3 mois, va sans nul doute laisser un goût très amer aux jeunes Congolais, notamment ceux qui croyaient encore aux promesses de l'homme providentiel, du PCT et de M. Anatole Coliné Makosso. Au regard de tout ce qui précède, nous signataires de la présente déclaration, 1. Exhortons toutes les forces vives de notre pays à réaliser, conformément aux dispositions constitutionnelles, un sursaut national et une convergence des luttes socio-économiques pour arrêter la dérive de notre pays orchestrée par les gouvernants actuels, assurer notre survie collective, rétablir l'état de droit et les normes de la bonne gouvernance, afin de renouer avec la politique de développement réel que notre pays avait connue dans les années 60 et 70. 2. Réitérons notre opposition à la cession de nos terres sous quelque forme que ce soit et stigmatisant toute manœuvre obscure visant la mise en œuvre vicieuse des accords signés entre le gouvernement congolais et le Rwanda qui doivent être annulés. 3. Réaffirmons l'hospitalité légendaire du peuple congolais envers tous les peuples du monde en général et ceux de l'Afrique en particulier. 4. Soutenons et encourageons les travailleurs, les fonctionnaires retraités, les étudiants et leurs syndicats respectifs dans leurs revendications légitimes. 5. Exhortons la force publique à assurer la protection du peuple congolais. 6. Interpellons la communauté internationale à accorder plus d'attention au peuple congolais dans sa lutte pour accéder aux meilleures conditions de vie et pour la défense de sa souveraineté nationale. Vive l'unité et la cohésion des forces vives de la nation. Vive le Congo libre et démocratique. Vive le panafricanisme émancipateur. Vive la coopération régionale et internationale transparente. Fait à Brazzaville le 30 octobre 2024 pour le mouvement républicain Mélène Destin-Gavé Elengo, pour le pape Jean-Pierre Anyangoy, pour le Parti social-démocrate PSDC Clément Mirassa et pour le Parti Renaissance Victor Onyongo. Nous vous remercions.